Alors, bienvenue au 7e atelier REFAD de la série Hiver 2021 intitulé La cybersécurité, ce variant qui guette nos systèmes. Nous tenons à remercier Patrimoine canadien et le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour leur généreux appui financier. Merci. Des remerciements tout particuliers à notre présentateur Pierre-Paul Cyr pour l'atelier d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, Pierre-Paul, la parole est à vous. Merci, Robert. Wow, merci pour l'invitation. J'espère que le son est correct, euh, que la lumière est bonne. Euh, Juste avant de débuter, j'habite tout près en fait, juste en arrière d'une coopérative. Donc, ça me prend environ 1 minute. Je sors, je vais chercher du manger. C'est extraordinaire. C'est juste que quand on fait une présentation, il y a beaucoup de camions qui sont en arrière, puis il faut risquer d'entendre des bruits. Donc, j'ai pas pensé à ça parce qu'habituellement, c'est pas moi qui parle. Donc, je mets le micro sur mute et puis tout est correct. Mais là, je me rends compte que c'est moi qui va parler. Donc, désolé s'il y a des petits bruits comme ça qui arrivent. Je suis content de voir que c'est assez varié. Plusieurs personnes, Rimouski, Saint-Bruno de Montarville, Amqui, Sherbrooke, Québec, Mont-Laurier. C'est extraordinaire. C'est le fun, le web aussi, de pouvoir nous rassembler comme ça. Ce lien-là, je risque de vous apporter à cette page-là assez fréquemment durant la présentation. Question de peut-être avoir un peu d'interactivité. Donc, je démarre ça et j'ose croire que vous voyez une présentation. Génial. Il n'y a pas si longtemps, en fait, 2 semaines passées, pas Roberto, mais Robert me demandait de faire la présentation. Et on se questionnait un peu, puis on se disait, mais OK, quel angle qu'on veut donner à la cybersécurité? Et Robert me disait, mais essayons tout de même de définir un peu, puis de s'enligner avec ça. Puis, je trouvais ça intéressant, puis au début, je me disais, OK, ouais, c'est parfait, c'est intéressant, on y va avec ça. Puis plus j'avançais, puis plus je me disais, wow, OK, il y a du travail en définissant la cybersécurité. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui est quand même assez succinct. Il y a beaucoup, on pourrait développer beaucoup, mais je pense que l'essentiel, c'est de mettre les bases, puis de voir comment on peut peut-être éventuellement intégrer ça dans un contexte éducatif. Vous le savez, déjà depuis 1 an maintenant qu'on est dans un contexte assez particulier. L'an passé, presque à pareille date, je marchais dans le sentier. Et puis, il faut dire que j'ai assez bien vécu le contexte en ce moment parce que je suis une personne, je suis pas ermite, mais je vis bien avec la solitude. Donc, j'ai pas de problème à aller marcher puis me retrouver seul. Et je me retrouve seul dans le sentier, puis il y a cet individu-là qui est là, puis je me dis, ben, je vais aller lui dire allô. Et ça n'a pas pris 2 secondes. Cet individu m'a regardé, puis il m'a dit assez fort, hey, c'est 2 mètres. OK? Puis j'ai figé. J'ai littéralement figé sur le coup, peut-être même que j'étais frustré parce que je me disais, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait, etc. Et j'ai retourné, puis je me suis en été carrément parce que j'étais un peu frustré, mais plus j'avançais, puis plus je réfléchissais, je me disais, voilà un bel exemple d'une espèce d'antivirus social. C'était en fait le seul moyen, puis encore aujourd'hui, en attendant le vaccin, qu'on a pour un peu être en sécurité. C'était de dire, recule, garde tes distances, respecte le 2 mètres. Puis ça m'a fait réfléchir un peu à la cybersécurité, justement, ce contexte où beaucoup de changements opèrent en ce moment. On a des directives qui changent, on met un masque, on n'en met pas, etc. C'est un peu la même chose en informatique avec les antivirus. On les met à jour, on les met pas à jour, il y a de nouvelles signatures qui arrivent. Donc, c'était un peu une espèce d'incertitude qui était là. Et d'où l'idée un peu de faire un clin d'œil à Frédéric Lenoir, un livre que j'ai trouvé récemment, Vivre dans un monde imprévisible. Et s'il y a bien un endroit où il y a de l'imprévisible,
c'est en cybersécurité. Ce qu'on nous dit maintenant, c'est vous allez vous faire attaquer, on ne sait juste pas quand. Donc, on doit se préparer à ça dans un certain sens. Donc, tout ça pour vous dire que la présentation d'aujourd'hui va beaucoup tourner autour de l'imprévisible, puis d'essayer de mettre les bases un peu sur les fondements de la cybersécurité. Robert le disait, je suis doctorant en éducation et non en cybersécurité. C'est tout récent. Donc, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Je cherche un peu à comprendre comment les jeunes utilisent la technologie, leur téléphone, entre autres, et les traces qu'ils laissent. Est-ce qu'ils sont conscients de tout ça et l'impact que ça peut avoir d'un côté cybersécurité pour possiblement, éventuellement, se poser la question, comment on peut aider nos enseignants? Quels outils on peut leur offrir justement pour parler de cybersécurité? Je m'occupe aussi du volet cybersécurité chez Labo Créatif. Donc, ça fait un an environ. On s'intéresse justement à créer des ateliers très, très pratico-pratiques dans plusieurs volets, dont entre autres cybersécurité. Donc, on a commencé, c'est assez récent. Vous avez mon courriel si jamais vous voulez me rejoindre. Je suis toujours disponible pour jaser de ça, d'avoir des trucs. On fait affaire avec des experts en pédagogie, en cybersécurité, etc. Donc, voilà. Aujourd'hui, je veux vous parler vite de mes intérêts, de mon parcours, définir un peu la cybersécurité. Je veux vous parler de 3 objectifs principaux en cybersécurité. Qu'est-ce que les cybermenaces? Je vous propose 3 angles d'analyse d'une cyberattaque. Que pouvons-nous faire par rapport à tout ça? Et un peu de ressources en éducation à la cybersécurité. Quand j'ai fait la présentation, j'étais stressé dans le sens où j'avais peur de manquer de temps. J'espère que ce ne sera pas l'inverse et que je vais passer le temps. On s'organisera peut-être pour avoir une période de discussion après. Rapidement, j'ai étudié en informatique depuis 2005. Déjà la sécurité informatique en 2005 au collégial. Je quitte l'Outaouais en 2006. Autour de là, je vais compléter un bac en communication où je commence à avoir un intérêt pour ce qu'on appelle la surveillance électronique. Puis déjà, à l'époque, j'entendais les gens dire « Ah, moi, ça ne me dérange pas, de toute façon, j'ai rien caché. » Encore aujourd'hui, je travaille beaucoup avec cet argument-là, puis j'essaye de le démolir, puis j'ai beaucoup de difficultés parfois parce que j'ai l'impression que les gens ont raison, puis des fois, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas raison, mais c'est toujours quelque chose qui me guide dans mes recherches. Et plus tard, il y a un professeur qui me pique, parce qu'on a toujours un professeur qui nous pique à un moment donné, un retraité de l'armée qui, lui, s'intéresse, mais dur comme fer à la surveillance électronique. Et c'est là qu'il va me piquer et puis qu'il va me dire, va étudier en communication. Et rendu à l'Université d'Ottawa, je m'intéresse à la surveillance électronique en milieu de travail. Donc, comment on utilise les outils pour récolter des données pour peut-être assurer la performance des travailleurs. On le voit, je vois quelques articles passer de ces temps-ci avec la pandémie, tout ça, et le changement qui se passe. C'est intéressant de voir autant la résistance, l'utilisation des outils et tout ça. Donc, ça a été un élément formateur dans mon parcours. Évidemment, tout ça m'a amené à beaucoup de questions philosophiques. Donc, j'ai arrivé à l'Université Saint-Paul, Philo et Polytechnique pour maintenant le doctorat où je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes-là et comment on peut les encadrer. Je ne sais pas si vous pourriez, par hasard, si je vais essayer de vous partager un lien assez rapidement, qui est celui-ci en fait. J'imagine, Robert, que je peux mettre ça dans le chat. Oui, c'est la meilleure des choses. Et puis, j'aimerais ça savoir assez rapidement de votre part si vous pouvez accéder à cette page-là. J'aimerais ça savoir en un mot, qu'est-ce que vous pensez de la cybersécurité et comment vous le définissez?
On n'a pas le lien, hein, Pierre-Paul? Oui, je l'ai mis dans le chat. Ah, non, c'est pas vrai. Regardez bien ça. Je pense que je l'ai envoyé à M. Daniel Cardin. Un instant. Ouais, c'est un des défauts du Zoom, ça. Et voilà. Merci. Ou peut-être que ma question est, je ne pas tant de définition, mais j'aimerais savoir, vous pensez à quoi quand vous entendez le mot cybersécurité? Menace. S'il y en a qui préfèrent le mettre dans le chat, vous pouvez le mettre dans le chat. Ça ne me dérange pas non plus. La peur. Le lien fonctionne. Parfait. Lucidité. Ah, intéressant. Violation des droits. D'accord. Responsabilité. Incontournable. Je prends 2, 3 minutes. Anxiété. Intrusion. Intimité. Ça commence à rentrer. Protection. Insécurité. Donc, la raison pourquoi que je le fais en ce moment, que je fais ça, c'est déjà dès le départ, j'essaie de vous orienter vers la complexité un peu du sujet, cybersécurité. En fait, c'est un domaine, hein? Donc on va le voir tantôt, c'est vraiment un domaine. C'est pour ça que je vais vouloir m'orienter vers 3 aspects: vigilance, intrusion. Parfait, génial. Je vous remercie beaucoup. Protection, en gros, qui revient beaucoup. Donc, ça veut dire que plusieurs personnes ont mis le mot protection. C'est non maîtrisable, car nouveau. D'accord, j'aime l'idée de non maîtrisable. On y reviendra certainement. Génial. Merci pour ça. Je poursuis ici. La première question que j'ai à vous poser, c'est pourquoi vous avez cliqué sur le lien? C'était un lien, je vous rassure tout de suite, un lien sécure. Ça va. Donc, parce qu'on a confiance en toi. Génial. Merci. Yes. Oui. Et là là. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis oui, en ce moment, vous pouvez avoir confiance en moi, puis vous pouvez avoir confiance en moi pour tout le lien de la présentation. C'est un peu risqué de faire ça parce qu'il y avait un problème d'éthique, mais je veux vous orienter vers, je n'ai pas cliqué. Génial. Vers ce type de lien-là, Bitly, utilisez un outil comme URL Revealer. C'est peut-être un peu petit, je ne le sais pas là, mais si on entre le lien Bitly, vous allez avoir le lien qui va s'afficher, donc le vrai lien. C'est arrivé ça beaucoup avec Twitter, l'arrivée de Twitter où on était limité en espace et où on devait limiter beaucoup les choses. Donc, petit truc comme ça. Cybersécurité. Vous allez souvent entendre parler du terme de sécurité de l'information, vous allez entendre parler de sécurité informatique, parfois de cybersécurité. Dans la littérature, c'est un peu pêle-mêle, anglophone autant que francophone. Par contre, il y a 3 fondements, j'appelle ça fondements, peut-être objectifs serait un meilleur mot, qui sont là et on va y arriver. Quand on parle de sécurité, cybersécurité, souvent on va entendre parler du mot hacker. Les médias ont tendance à rapporter hacker, pirate informatique. Ce sont des mots qui sont pas rien, qui sont beaucoup, il y a une connotation assez négative. Mais le terme de hacker, déjà à la base, il est très positif dans le sens où c'est de prendre une technologie qui a un certain rôle et on va changer son rôle pour aboutir à un autre but. Donc, ça, c'est très positif. Donc, c'est pas juste de dire j'attaque un ordinateur puis il se passe quelque chose. Moi, j'ai tendance à catégoriser ça plus du côté de la criminalité. Donc, c'est une personne mal intentionnée qui va faire quelque chose de mal intentionné. Security means protecting your assets. Le mot-clé, c'est assets. Aujourd'hui, c'est très difficile. Et j'ai vu quelque chose passer là tantôt, on disait non maîtrisable, parce que les assets, c'est tout ce qu'on possède. Donc, téléphone, montre intelligente, le chat
qui a une litière ou peu importe, un distributeur qui est branché sur Internet, le frigo qui est branché sur Internet, le grille-pain qui est branché sur Internet, la voiture qui se démarre à distance, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, comment on fait pour sécuriser ça? Tout ça, ça devient assez difficile. Et si on prend le contexte actuel en ce moment, qui est la pandémie, où on se retrouve tout le monde à la maison, imaginez imaginez la difficulté pour les spécialistes en cybersécurité dans les entreprises qui se grattent la tête en ce moment et qui se disent où sont nos équipements? On prend l'ordinateur du travail en cryptage idéal, on prend le laptop du travail, on l'apporte à la maison, on change complètement l'environnement. Donc, on n'est plus surveillé par l'équipe de technologie ou peu importe, et on apporte d'autres défis. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. De sécurité à cybersécurité, quand j'ai étudié en 2005, il n'était pas question de cybersécurité. On ne parlait pas de cybersécurité, on parlait de sécurité informatique. C'est assez récent quand même. Cyber, on dit 1834, qui signifie science du gouvernement. Le terme est repris pour former cybernétique en 1948 par Wiener. Je fais l'historique très rapidement, OK? Cyber devient relatif à l'environnement informatique. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est quand on apporte le terme cyberespace. Et c'est, j'ai un peu de difficulté avec son nom, Gernauti, en France, qui va parler d'un cyberespace comme étant une extension, donc un reflet à notre société. Donc, c'est pas vrai pour elle que Internet ou le cyberespace est complètement différent. C'est tout simplement une extension. Ça veut dire que ce qui se passe dans notre société complexe, risque fort de se retrouver sur Internet avec d'autres enjeux, d'autres défis. Donc, elle dit c'est tout simplement une création de l'humain. Donc, je pense que c'est important de le prendre en considération et c'est à ce moment-là où on commence à parler de cybersécurité. Quand je vais continuer avec cybersécurité, j'en parlais un peu avec Robert hier, je vais utiliser cybersécurité beaucoup dans le sens pour désigner le risque qui est aussi interne. Ça veut dire que dans une entreprise, à la maison, peu importe, c'est fort possible que le risque provienne de l'interne et non seulement juste de l'externe. Donc, on a souvent l'impression que la menace peut venir de l'extérieur, d'un autre pays ou peu importe, mais parfois, elle peut être de l'interne. Puis on verra quelques exemples tantôt. Premier objectif de la cybersécurité, confidentialité. Comment on peut faire pour s'assurer que la donnée est confidentielle? J'ai vu passer le cryptage. Donc, on a besoin des méthodes, on a besoin des contrôles pour assurer cette confidentialité-là. Puis, le cryptage fait bien les choses. Il y a un problème au cryptage, on va y revenir, mais pensez toujours que la donnée est en contrôle lorsque c'est moi qui l'ai, lorsque je l'ai ici sur mon bout de papier, sur ma facture. Du moment où je décide de la codifier, de la prendre en photo, de la sauvegarder à quelque part, mon contrôle que j'ai sur cette information-là, ça me nuise et il risque de disparaître au fil du temps et au fil des endroits où il va passer. Assurance en cryptage est obligatoire en cas de perte de données. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Puis, j'ai personnellement pas eu la chance de regarder, mais je sais que du côté des assurances, et je suis vraiment pas un spécialiste, mais on commence à parler de ce truc-là, comment assurer les pertes de données. J'aurais beaucoup, peut-être dans la période de questions, j'aurais le goût d'entendre à ce sujet-là. Le cryptage, gros problème fondamental, en fait, ça fonctionne super bien, la cryptographie, lorsque je veux envoyer une donnée. Donc, du point A au point B, je prends mon message, je le crypte. Crypter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais le rendre intelligible. Ça veut dire que si j'intercepte l'information, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire parce que j'ai un paquet
symboles, puis c'est illisible, c'est incompréhensible. Donc, ça fonctionne super bien d'un point A au point B, ça veut dire en transit. Donc, pendant que l'information va transiter au point A, si elle est interceptée et qu'elle est cryptée, peu de chances que je vais avoir pour trouver cette information-là. Donc, ça va. Deuxième possibilité, c'est si l'information, elle est, on dit, au repos. Par exemple, vous avez des photos qui sont stockées sur un disque dur, elles sont au repos, vous ne les utilisez pas, mais vous avez crypté le disque dur. Donc, si vous perdez votre disque dur, encore là, il est crypté, ça va. Je ne sais pas si déjà on commence à voir le problème de la cryptographie. Tôt ou tard, il va falloir qu'on décrypte l'information. On ne pourra pas toujours la garder cryptée. Il va falloir que je puisse la comprendre à un certain moment donné. Ça veut dire que mon interlocuteur qui aura reçu l'information va décrypter le message. Mais la question, c'est est-ce que lui, son ordinateur est sécurisé? Qui a accès à son ordinateur? Qui a accès à son édifice? Qui a accès à... Donc, du moment que la cryptographie, on doit décrypter ce message-là, ça reste le grand problème en ce moment. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut baisser les bras et qu'il n'y a pas de solution. Non, la cryptographie fonctionne. Ça fonctionne très bien dans les deux cas où je viens de vous mentionner. Mais après ça, on aura d'autres méthodes à mettre en place, etc. Donc, la cybersécurité, c'est aussi un processus. Donc, on n'en a jamais terminé dans le fond. Celui qui va vous dire que cet ordinateur-là ou cette information-là ou ce site web-là, il est sécure à 100%, ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est parti à courir, c'est peut-être un charlatan. Ça se peut pas. C'est un processus et il y aura toujours quelque chose à ajouter pour réussir à améliorer notre protection. Et donc, voilà. Deuxième objectif, l'intégrité. Donc, la cybersécurité, on veut aussi s'assurer que l'information va être intègre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est interceptée en cours de route, je veux m'assurer que cette information-là n'aura pas été modifiée, puis que rendu à l'autre bout, ben, le message sera peut-être plus le même. Généralement, ces processus-là sont assez faits en arrière-plan, sont assez invisibles. Je dois vous avouer que moi, de mon côté, l'intégrité puis en cybersécurité, ça reste encore assez difficile. Un bon exemple, c'est votre empreinte digitale de votre doigt. Donc, comment je peux faire pour m'assurer que c'est bel et bien vous, que ce que vous faites est intègre, etc. Il y a toujours votre empreinte digitale qui ne change pas. Donc, c'est un peu ce même concept-là où je vais avoir une certaine empreinte sur mon fichier qui va faire en sorte que quand il va arriver à l'autre bout, je vais être capable de dire, d'accord, ce fichier-là n'a pas été modifié. Donc, encore une fois, puis on a tendance à l'oublier, mais en ce moment et de plus en plus aujourd'hui, l'emphase est mise sur la donnée. C'était un peu moins le cas avant parce que c'était pas aussi simple que ça de recouper l'information, mais aujourd'hui, avec les bases de données et tout ça, le simple fait que j'ai un code postal dans une base de données X, une adresse dans une autre base de données, etc., éventuellement, je peux recouper ces données-là. Donc, l'intégrité de la donnée, elle devient super importante aussi. Troisième volet, puis celui-là, j'ai l'impression qu'il va peut-être un peu plus vous parler, c'est la disponibilité. Puis j'ai oublié de vous le mentionner, j'avais dit à Robert que j'allais le mentionner en entrée de jeu. Ma crainte aujourd'hui en faisant ce petit atelier, c'était de perdre ma connexion. Donc, disponibilité. Donc, si je perds ma connexion, je perds l'atelier, ce qu'on appelle un déni de service. Puis ça existe aussi. C'est ce que je dirais peut-être un objectif le plus visible, encore plus en contexte sanitaire. On veut avoir accès à notre bureau, on veut pouvoir travailler, on veut pouvoir continuer à travailler, on veut pouvoir continuer à offrir nos services. Dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a une perte d'Internet, entre autres,
pour avoir été en cybersécurité aussi dans le domaine de la réseautique, dites-vous que quelqu'un, quelque part, ou un groupe, une équipe qui court. C'est un stress assez incroyable de tout remettre ça parce que aussitôt qu'on perd Internet, on reçoit des téléphones, j'ai plus accès à mes courriels, qu'est-ce qui se passe, et etc., etc. Donc, on est devenu vraiment, vraiment pas indépendant, mais dépendant de cette infrastructure-là. Et on veut essayer de maintenir cette disponibilité-là. On voit aussi arriver des certains problèmes où ces fondements-là en cybersécurité, entre autres disponibilité, confidentialité, les attaquants vont un peu retourner ça un peu contre nous dans le sens où on va se mettre à utiliser la cryptographie pour, par exemple, crypter nos photos et nous dire, mais si tu veux les avoir de nouveau, s'il vous plaît, offre-moi 500 000 et tu auras tes données de nouveau. Donc, d'un côté, on affecte la disponibilité, j'ai plus accès à mes choses, et d'un autre côté, on utilise la crypto pour me donner beaucoup plus de difficultés et peut-être payer la rançon. Je regarde aussi un peu ouais. Donc, c'est toujours un jeu un basculement de pouvoir, en fait, dans qui peut puis qui ne peut pas. Donc, ça devient assez complexe. Peut-on se permettre de perdre Internet? À quel prix? Quel impact? Tout ça, c'est des questions qu'il faut aussi se poser. On y reviendra tout à l'heure dans la section qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Les cybermenaces, il faut vraiment s'intéresser au quoi puis pourquoi. Donc, qu'est-ce qu'une cybermenace? Puis pourquoi certains acteurs veulent mettre en place, en fait, une cyberattaque? On dit qu'une cybermenace, j'adore cette définition-là, je prends le temps de la lire, est une menace qui, si elle se concrétisait, affecterait le bon fonctionnement des ordinateurs, des réseaux télécoms et tous les services, activités humaines qui en dépendent. Je ne sais pas si vous accrochez sur le même terme que moi, si entre les deux virgules, si elle se concrétisait. Donc, ça veut dire que ça se peut qu'elle se concrétise même pas. Donc, on est totalement dans l'incertitude. Ce qu'on dit maintenant, c'est ça va arriver. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est quand. Donc, on est vraiment dans l'incertitude. Donc, il faut vraiment prendre ces trois fondements-là qui sont la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et mettre en place des contrôles qui vont peut-être atténuer les effets si jamais il y aura cette menace-là qui va arriver. Je vous montre un petit graphique. À la fin, vous aurez aussi quelques petites références. Voici quelques endroits ou quelques, je vais dire, auteurs de cybermenaces. État-nation, cybercriminels en général, activistes. Activistes, remarquez le H. Groupe terroriste, amateurs de sensations fortes, menaces internes. Donc, État-nation, cybercriminel, activiste, groupe terroriste, amateur de sensations fortes, menaces internes. J'en prends trois, OK? Je ne les passe pas tous. État-nation, activiste, menaces internes. Donc, on y reviendra. Géopolitique, beaucoup. Gains financiers, idéologie pour les activistes, mécontentement, menaces internes. Donc, on y arrive. D'où ça peut provenir une menace? Je vous parlais de données. Je vous ai parlé beaucoup on s'intéresse à la donnée. C'est vrai, ça a tendance à s'enligner aussi vers un autre secteur qui est maintenant l'infrastructure. J'ai pris cet exemple-là parce que je l'adore. Les lumières, donc dans le trafic. Donc, des chercheurs à l'université ont réussi à mettre en place une expérience pour aller voir en fait à quel point c'était au Michigan possible de contrôler les lumières de circulation. Donc, ça cause un problème. Si on est capable de changer ça, c'est un problème. Regardez ici ce qu'ils ont trouvé comme vulnérabilité.
le signal n'est pas encrypté. On utilise des mots de passe par défaut et des noms d'usagers par défaut. Puis, il y avait, une façon de se connecter qui était là par défaut. Donc, quand vous allez acheter peut-être une nouvelle technologie, que ce soit au travail, à la maison, faites un peu de recherche sur cette technologie-là, changez les informations. Puis, j'ai même pas vraiment fait d'acétate là-dessus sur ça parce que j'ai l'impression que vous entendez probablement autant que moi de dire ayez un mot de passe fort, changez vos noms d'usagers, etc., etc. Encore en 2021, 2020, 2021, le mot de passe le plus utilisé, je suis presque sûr que vous le savez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore. Fait on a encore de la difficulté à, à faire passer ce message-là. OK? Très récemment, le mois passé, aux États-Unis, on a réussi à infiltrer une centrale d'eau, de traitement des eaux. Donc, l'eau qui s'en va, qui est distribuée dans nos maisons, on réussit à entrer par un outil de contrôle à distance et on change les portions d'hydroxyde dans l'eau. Donc, c'est un problème. La question, c'est de se demander maintenant pourquoi ces infrastructures-là sont connectées sur Internet. Je parlais il y a 2 semaines passées dans le cadre du travail à une personne en cybersécurité et qui m'a expliqué dans le fond que avec l'arrivée de la COVID, tout le monde s'est déplacé vers le web, y compris les gens qui opèrent ces centrales-là, et ils ont ouvert des portes parce qu'ils ne pouvaient pas nécessairement aller à la centrale pour travailler. Donc, ça a ouvert d'autres portes. Donc, ce n'est pas de dire que ces infrastructures-là sont toujours branchées sur Internet, c'est vraiment pas ça, mais le contexte a apporté aussi certains changements. Donc, c'est une autre réalité aussi. Donc, avant de procéder à ce changement-là, parfois, puis c'est vrai qu'on a fait le changement très, 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 très rapidement. Donc, il faut aussi prendre le temps, mais c'est vrai que dans notre contexte, ça a été fait très rapidement. Donc, certainement, on aura des réflexions à faire plus tard sur comment on a opéré ce changement-là et qu'est-ce qu'on pourra faire de mieux, dans le fond, à ce niveau-là. Détonation. Le cas que j'ai pris, Stuxnet, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de ce cas-là, 2010, peut-être même un peu avant. C'est le New York Times qui avait mis ça au jour, où sous l'administration Bush et par la suite Obama, on aurait, je continue à dire aurait, mis en place un virus qui va aller impacter les centrifugeuses en Iran pour réduire la production de nucléaire. Le virus a une erreur dans le code et le code sort, donc n'était pas censé se retrouver sur Internet, d'où pourquoi le New York Times aussi a réussi à mettre la main sur ça. Donc, ça cause des problèmes parce que, surtout en cybersécurité, les États-nations n'ont pas les mêmes financements que un simple criminel peut avoir. Puis je ne rentre pas trop dans le contexte sociopolitique parce que je ne suis pas un politologue, mais en cybersécurité, il faut aussi prendre ça en contexte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelque chose d'un peu plus gros qui se passe et on va être pris à faire face à ça. Donc, il faut aussi sécuriser nos systèmes dans l'optique que ça pourrait se passer. Il y a d'autres cas qui sont venus, je les ai pas pris parce que c'est assez récent, puis c'est toujours très discutable dans le sens où c'est très dangereux de dire que c'est de la faute à la Russie, c'est de la faute à la Chine, c'est de la faute aux États-Unis, c'est de la faute à Israël dans ce cas-là. Surtout en cybersécurité, parce que une des premières tâches qu'on fait, c'est qu'on va camoufler notre identité. On va camoufler nos traces. Donc, de là à dire, j'ai toujours un grand doute de la provenance, mais l'étonnation est certainement un auteur maintenant. Activiste avec un H, je vous parle du cas Anonymous rapidement. Le printemps arabe.
Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent, le, le régime en place à l'époque en Égypte avait coupé Internet. Donc, on voulait en fait éviter que l'information entre au pays pour que le peuple réussisse à voir qu'est-ce qui se passe. En cybersécurité, quand il est question de la disponibilité, il ne faut pas oublier qu'il y a deux autres réseaux qui existent. Le réseau de télévision puis le réseau de téléphone. Le troisième est le réseau Internet. On a ce qu'on appelle aujourd'hui la convergence des réseaux. Donc, on prend la télévision et on prend le téléphone et on converge vers Internet. Anonymous, qui se sont rendus compte, c'est que oui, le régime en place avait coupé Internet, mais ils avaient complètement oublié de couper le réseau de téléphonie. Et le réseau de téléphonie, ce qui se passait, c'est qu'il a donné la possibilité d'envoyer des fax. Donc, ce que Anonymous a fait, c'est qu'ils ont envoyé l'information partout dans le monde aux gens pour dire, hey, envoyez de l'information au peuple en Égypte via les fax. Donc, le peuple était capable de savoir ce qui se passait dans leur propre pays par l'intermédiaire de l'externe via les fax. Et ça, je trouve ça extraordinaire dans le fond parce que ça démontre que en cybersécurité, il peut aussi avoir un revirement. Quand je parlais de c'est pas noir ou c'est pas blanc, malgré que j'ai fait ma présentation beaucoup en noir et blanc, il y a tout un spectre qui existe. Donc, il faut prendre ça. Les hacktivistes avec un H, ils sont là, tout comme ils sont présents. Un activiste va être présent dans notre société et il va aller manifester. La menace interne, vous avez sans doute entendu parler du cas Desjardins. J'ai été victime aussi. Je faisais partie de ça. Donc, j'ai été déçu, frustré, mais la menace existe aussi à l'interne et elle devient problématique en cybersécurité encore et du côté des ressources humaines encore plus parce que comment je vais faire pour savoir si l'individu que j'embauche n'a pas de mauvaises intentions et surtout en cybersécurité, si j'embauche un individu qui, lui, va avoir des droits, des accès un peu partout, donc ça devient problématique. Beaucoup d'enjeux éthiques. Je suis convaincu s'il y a des personnes en ressources humaines donc, c'est un autre pan, mais ça existe beaucoup. Donc, le cas Desjardins, qui était vraiment un employé de l'interne, qui a pris des informations et qui les a vendues. Plus tard, il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez aller chercher, là, les rapports sont sortis aussi et on constate aussi que Desjardins a beaucoup de manquements. Là. Donc, pourquoi il y a eu accès à cette clé USB-là? Pourquoi que c'était possible de brancher une clé USB dans l'ordinateur? Puis que les ports n'étaient même pas désactivés. Donc, beaucoup de choses à se questionner. Donc, 3 auteurs qui sont là, qui sont possibles. Donc, la menace peut aussi provenir de l'interne et ça peut causer certains problèmes. Comment moi, je me retrouve dans tout ça? Penser la cybersécurité dans une société complexe. J'adopte toujours trois visions. C'est un peu ma manière à moi de réfléchir la cybersécurité, peut-être même une forme de pensée critique. La vision behavioriste, action-réponse. S'il se passe une attaque, il se passe quelque chose. Puis ça arrête là. Il faut, je ne sais pas, réparer, il faut trouver. C'est une vision qui est un peu presque fataliste. Dans le fond, on s'intéresse juste à ça, on oublie tout le reste, puis peu importe. Je la trouve un peu limite. Donc, parfois, j'aime ça regarder la vision un peu plus fonctionnaliste. On a un rôle à jouer aussi. Donc, un peu à la manière de l'auteur que je vous parlais tantôt, notre société, c'est un reflet, le cyberespace. Il y a quelqu'un qui parle d'une autoroute à ciel ouvert. Donc, on a aussi un rôle à jouer. Maintenant, est-ce que les Anonymous ont des rôles à jouer? Peut-être. Peut-être que les activistes ont des bonnes causes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire perdre accès à une information à une personne? Probablement pas. Il y a beaucoup de questions à se poser, mais j'aime qu'il y ait aussi l'idée qu'on ait aussi un rôle à jouer dans tout ça, puis un rôle même en tant que citoyen de dire
mon information, comme j'avais ici tantôt sur ma facture, ben, pour l'instant, elle est sécure, mais peut-être que là, peut-être que quelqu'un a pris un screenshot, je ne sais pas, mais c'est pas trop grave, le numéro n'est pas écrit dessus. Mais elle est encore dans mon contrôle, donc j'ai un rôle à jouer. Est-ce que vraiment je veux la mettre sur Internet, cette info-là? Peut-être pas. Donc, on a des questions à se poser. Et la vision un peu plus autoritariste, donc le pouvoir pour le pouvoir, j'ai l'impression que c'est beaucoup du côté des États-nations aussi. Donc, ça existe aussi. Donc, quand je pense la cybersécurité, je la pense souvent dans cette société complexe-là. Donc, ça m'évite d'être trop frustré parfois, puis de baisser les bras, puis de dire il n'y a rien à faire, puis on n'a aucune chance. Non, la cybersécurité, lorsque les contrôles sont en place, puis sont bien mis en place, euh, je pense que ça va très bien, puis elle fonctionne. Que pouvons-nous faire? J'espère que je ne vous ai pas trop fait peur, tout ça. Je pense pas. Euh, je pense qu'il y a des gestes un peu simples. J'ai pris un petit paragraphe, je leur ai dit, faites vos mises à jour, assurez-vous d'avoir vos mises à jour. Déjà que vous êtes peut-être à la maison, vous n'avez pas peut-être le support des TI ou je ne sais pas, faites vos mises à jour. Euh, ayez toujours des mots de passe forts, surtout différents pour chaque service. Utilisez un gestionnaire de mots de passe. J'en mets un en gras ici, puis c'est rare qu'on en entend parler, mais déchiquetez correctement les papiers avant de les jeter. Il y a quelque chose qui existe en cybersécurité, on appelle ça le dumpster diving. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont aller littéralement sauter dans la poubelle. Ils vont prendre le sac de papier, puis ils vont partir avec ça à la maison. Puis ils vont lire, ils vont regarder s'il y a des mots de passe, ils vont regarder s'il y a des numéros de carte, etc. Donc, déchiquetez vos choses, prenez le temps parce que ça commence par là aussi, la cybersécurité, ça commence dans le monde physique. Donc, avant que ces papiers-là se retrouvent ailleurs, déchiquetez, séparez l'adresse, votre nom de votre adresse, mettez ça dans deux poubelles séparées. Euh, essayez d'enlever les contextes le plus possible autour de l'information que vous avez sur un papier. Cliquez pas sur une pièce jointe. Si vous ne connaissez pas l'expéditeur, regardez toujours. Et ils sont de plus en plus bons, les gens qui font ce type d'attaque-là. Même moi, des fois, je dois tourner ma souris 7 fois avant de cliquer. Donc, faut être prudent. Oser, puis ça, c'est assez récent des dernières années. Puis c'est un peu à la manière des environnementalistes qui vont aller dans l'épicerie puis qui vont demander d'où provient cette viande-là, d'où provient ce légume-là. Ben, faites la même chose. Trop de fois, je vais à l'épicerie, je ne sais pas où, acheter quelque chose, puis on me demande mon code postal ou on me demande mon adresse de courriel. Puis ça me frustre un peu. Ben, osez leur demander, puis regardez bien la réaction, mais osez demander à la personne à quel endroit ça va être stocké, cette information-là. Est-ce que vous allez la crypter, mon information, si je vous donne mon courriel? Puis à la limite, si vous ne voulez vraiment pas le donner, vous dites non, puis n'hésitez même pas à donner une fausse adresse courriel ou un faux code postal. Je pense que ça commence là aussi, c'est qu'on récolte beaucoup de données, mais à un moment donné, on aura peut-être une réflexion à faire sur le montant de données qu'on récolte. Et je pense, et c'est pour ça le doctorat aussi, c'est de passer vers nos jeunes aussi, puis de commencer à éduquer nos jeunes à la cybersécurité, peut-être même à la citoyenneté numérique qui peut peut-être prendre la cybersécurité puis intégrer ça dans la citoyenneté numérique. Donc, leur expliquer ça. Et je termine sur Frédéric Lenoir, c'est un livre que j'ai lu récemment, Vivre dans un monde imprévisible. Euh, la cybersécurité n'y échappe pas. On est dans un monde d'incertitude. Il faut accepter aussi que sur certaines choses, on n'a pas le contrôle. Donc, dès que notre donnée, dès que notre information est partie chez Revenu Canada, dès que notre information est partie chez Desjardins, on en perd beaucoup le contrôle et la responsabilité devient partagée. Et c'est ça qui crée cette grande complexité-là. Et je pense que c'est beaucoup plus ensemble qu'on aura la possibilité d'y arriver. Donc,
aucunement, je ne baisse pas les bras. C'est pour ça, je pense que je continue autant à étudier, puis à continuer, puis d'aller peut-être chercher les générations à venir pour les éduquer. Je peux vous dire, avec les labos créatifs, pour avoir fait beaucoup d'exercices avec les jeunes, lorsqu'on parle de cybersécurité, ils ont des brillants dans les yeux. Ils veulent parler d'éthique, ils veulent parler de politique, ils veulent aider leurs parents, ils veulent parler de mise à jour, ils sont vraiment dedans et ça les interpelle beaucoup, beaucoup. Donc, je pense que c'est en faisant des petits ateliers comme ça qu'on va y arriver. Vous aurez plusieurs références que je vous laisse en terminant qui sont là. Euh, je suis désolé, j'ai fait beaucoup référence à Amazon. Je sais que dernièrement, Amazon, il se passe beaucoup de choses pour les employés. Ça devient quasiment comme pour moi une habitude d'aller chez Amazon. Autant j'essaie de changer ça. Vous avez des références sur la fuite de données. Référence en éducation, cadre 21, éduquer à la cybersécurité. Je crois que c'est disponible aussi au Québec. Tu me corrigeras, Robert. Le fédéral a offert quelque chose récemment, puis c'est encore disponible, cybersécurité pour les enseignants, le cours 114. Donc, vous irez sur cette page-là, vous pouvez vous inscrire. Les labos créatifs, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez jaser cybersécurité. Je vous donne le site de Hacker News. N'hésitez pas à lire ce site-là. Vous allez voir des nouvelles en cybersécurité. Il y en a tous les jours, des attaques, il y en a tous les jours. Puis, ça va peut-être vous permettre de rentrer avec le jargon. Sécurité publique Canada fait beaucoup de choses. Et voilà, j'espère que ça aura servi et ça aura plu. Merci. Je ne sais pas si Robert... Robert, il parlait, mais j'avais cliqué sur mon micro, mais il n'était pas. En tout cas, j'ai été obligé de cliquer 2, 3 fois pour qu'il veuille se C'est correct. démuter. Alors, merci beaucoup, Pierre-Paul. C'est ça que Ça me je fait disais. plaisir. C'était très, très intéressant. On a appris des choses, tourner sa souris 7 fois avant de cliquer, euh, les différents cadres d'analyse de la cybersécurité. Alors, je vais maintenant passer la parole aux gens. Avez-vous des questions pour M. Cyr? Je vais peut-être lancer le balai. Pierre-Paul, une des choses intéressantes que tu as dites, c'est que vraiment, il faut penser à la cybersécurité en fonction des 3 grands réseaux. Il y a l'Internet, à côté de ça, il y a la téléphonie, puis il y a la télévision. Et on assiste beaucoup dans le web à la convergence, mais on a tendance à oublier que c'est vraiment 3 autoroutes. Euh, Mm. Maintenant, on observe aussi un phénomène assez intéressant, c'est que depuis le 20e siècle, qu'on a eu 2 grandes guerres où les gens s'affrontaient physiquement, se Mm. détruisaient. Maintenant, Mm. les guerres se Mm. déroulent par État-nation interposé, comme tu le mentionnais si bien, Mm. et qui fait qu'à un moment donné, on ne sait plus du tout qu'est-ce qui est valide, qu'est-ce qui n'est pas valide. Dans le sens que si moi, j'essaie d'appeler ma banque maintenant, puis je lui dis, Ouais. pour quelque raison, j'ai plus accès, ben là, il me demande 20 questions, puis à un moment donné, je ne suis même plus capable de prouver moi-même que je suis Mm. moi-même. Mm. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette espèce d'arme à double tranchant de la cybersécurité qui fait que on a été en proie à tellement d'attaques, on a mis tellement de protection Mm. qu'on finalement, on est coupé de tout en bout de ligne? Je pense que si un, puis l'auteur Bruce, j'ai toujours de la difficulté avec son nom, Schneier, qui l'a dit très bien, mais je pense que s'il y a bien une difficulté qu'on a en ce moment, c'est la confiance. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à faire confiance à l'autre, encore plus avec ce qui se passe dans la pandémie pour toutes sortes de raisons. Du côté numérique, c'est un peu la même chose avec l'anonymat. On n'est plus capable de faire confiance, beaucoup de difficultés. Euh, Puis ça soulève beaucoup de questions. Puis c'est là où certains experts en cybersécurité, tu fais référence aux banques, ont proposé, on le propose encore, c'est de demander au gouvernement de peut-être offrir une identité ou une carte d'identité numérique qui serait en fait cryptée puis qui nous permettrait de nous authentifier très rapidement.
d'avoir une certaine certitude, c'est assez difficile. On parle d'intégrité, tout ça, mais ça nous donnerait déjà un bon pas. Et j'ai l'impression que dans les années à venir, ça risque d'arriver. Mais écoute, la confiance, elle est fritée. On peut pas se le cacher. Euh, Puis tu sais, si on prend le cas des jardins, moi, ce qui m'a encore plus frustré dans ce cas-là, c'est qu'on nous promettait, ben, en fait, pas seulement promettre, mais on nous l'a offert, puis on l'a en fait, c'est qu'on a un forfait avec Equifax et on va nous dire, dans le fond, si on- on- notre dossier a été affecté ou pas. Mais ce qui est drôle, c'est que peut-être 3 années passées, Equifax a été victime d'une gigantesque cyberattaque aussi et a eu sa fuite de données, elle aussi. Donc, c'est assez difficile. Je pourrais pas, Robert, d'avoir de réponse mieux que ça. Il y a Christiane Bélanger, je crois, Liberté des gens, Oui. Code des droits. Est-ce Oui. que je peux vous Oui, lire oui, oui, de quoi? certainement. Oui, Vas-y, c'est vas-y. ça, parce que c'est difficile des fois avec le chat. Moi, ma grosse peur avec ça, là, on parle beaucoup, là, vous parlez pas d'un passeport, en tout cas vaccinal, mais ça ressemble à ça, tu sais, d'avoir une espèce en tout cas, La quelque carte chose qui d'identité serait numérique, là, carte ouais. d'identité, exactement, c'est ça, Ouais. merci. Moi, je vois une peur, en tout cas, peut-être qu'elle est non fondée, puis on verra dans l'avenir, mais sur le côté perte des droits de l'homme, en tout cas, puis moi, je suis restée très étonnée qu'on voulait vendre nos données de santé, par exemple, au gouvernement. Ça me fait très peur, tu sais, parce Ouais. que je me dis, ben, c'est le contrôle absolu. Est-ce qu'à un moment donné, on va pouvoir respirer, là, tout simplement? Tu sais, je veux dire, dans le sens, oui, on prend du CO2, là, mais tu sais, je trouve qu'à un moment donné, ça peut peut-être aller trop loin. Tu sais, fait qu'il y a peut-être un encadrement, c'est un peu diffus. Je Ouais. pense que, j'espère en tout cas un jour qu'il y aura une espèce d'encadrement de tout ça qui sera peut-être entre les deux. J'aimais bien votre vision, tu sais, dans le fond, fonctionnaliste, parce que ça inclut l'homme. Ça, j'ai bien aimé Ouais. ça, là. Mais c'est C'est, pas évident. le cas que vous faites allusion, c'est, je crois, les données avec la RAMQ. J'ai suivi assez rapidement, ouais, Ouais. où on disait, en le fond, que c'est une mine d'or, puis que Oui, tout à fait, avec puis Monsieur je pense que, Fitzgibbon. ben oui, puis il a pas utilisé des termes Ouais, comme c'est un jackpot, puis ça serait winner, là. Ça, ce sont des discours qui sont assez, ça mérite un débat public. Et quand on parle de tout à débat fait. public, ça mérite que sur le panel, dans ce débat-là, il y a des sociologues, il y a des philosophes, il y a des experts en cybersécurité. Euh, Ces gens-là, contrairement à ce qu'on peut penser, il y en a beaucoup qui sont extrêmement politisés et qui ont quelque chose à dire et qui sont vraiment là pour nous donner un méchant bon coup de pouce. Donc, il faut aller chercher leurs paroles aussi. Mais c'est sûr que, écoutez, du côté puis pour avoir étudié la surveillance électronique, c'est souvent ça, hein, les gens vont dire, mais j'ai rien à cacher. Mais le problème, c'est pas tant de mettre en place toutes ces technologies-là. Le problème, puis c'est souvent ça que les activistes ont peur, c'est qu'est-ce qui pourrait arriver avec Oui, cette tout à fait. technologie-là. Oui. Donc, c'est pour ça, je pense que souvent, il y a un peu comme on lève un drapeau. C'est pas qu'on est conspirationniste ou peu Non, c'est importe ça, dans ce cas-là. exactement. C'est juste qu'on lève un drapeau puis on dit, Ouais. euh, on pense qu'il pourrait avoir un problème, faites attention. Donc, c'est un peu des mises en garde qui sont là. Puis, personnellement, je pourrais remettre le nom de l'auteur dans l'acétate, je ne l'ai pas mis. Euh, Son titre du livre, c'est La dictature du oui. C'est-à-dire que c'est toujours les données, on récolte les données, puis on ne nous demande pas notre avis, on ne nous demande pas notre consentement, on ne nous demande pas si on veut la partager, cette information-là. C'est ce qu'ils appelle un peu la dictature du oui. Donc, on va sur un site, on récolte de l'info, etc., etc. Donc,
c'est un gros débat public. J'espère qu'on pourra l'avoir au Québec, en Atlantique, au Canada, en fait. Faudra. Monsieur Cyr, là, moi, ma peur, là, c'est vraiment en fait, justement, qu'il y ait des fuites, mais c'est aussi de donner le pouvoir à des gens avec nos données personnelles. Puis, tu sais, tout à l'heure, on parlait justement de faire attention aux confidentialités, intégrité, disponibilité, mais là, c'est comme on leur donne ça, puis qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ça peut leur échapper, tu sais, c'est un peu le jeu du téléphone en cybersécurité. Puis oui, puis c'est ce que je parlais tantôt aussi, hein, la confidentialité. On peut prendre la crypto, ces choses-là. Il y a l'authentification, mais encore, il y a une personne, il y a des gens qui ont accès à ces données-là. Donc, il n'y a pas de réponse claire. Ce que je pourrais vous dire, c'est à la manière un peu de Frédéric Lenoir, il faut aussi, la crainte, elle est légitime. Elle a raison d'être là. Puis il faut après ça apprendre à en délaisser un peu. Mais écoutez, c'est sûr que ça a un impact. Là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut baisser les bras, mais seulement parce que sinon, des fois, moi-même que je vois les nouvelles, je les ferme là, parce que faut que je me décroche un peu de ça. À propos de la dictature du oui, Pierre-Paul, Oui. il y a un mouvement qui est intéressant. Là, il y a quelques années, la communauté européenne a renversé les droits et obligations de l'Internet en disant que les droits des gens étaient bloqués. Puis il fallait spécifiquement qu'on dise oui à l'utilisation de nos données pour qu'une société ou une tierce partie puisse les prendre. Et ça a été tranquillement adopté au Québec, donc au Canada, je veux dire. Donc ça, c'est bien. Il faut faire cette espèce d'homogénéisation maintenant entre les continents. Là. Il y a Maxime aussi qui nous dit que ce jeudi, c'est l'événement Sécure dans le cadre de la Semaine numérique du Québec. Ah, chouette. Alors, la conférence d'ouverture sera faite par le ministre Éric Kerr. Merci, Maxime. C'est dans le clavardage. Génial. Merci, Maxime. Oui. Alors, je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait une question avant qu'on termine. Geneviève qui dit les questions éthiques sont souvent ignorées, on sait seulement après un manquement éthique. Et c'est vrai qu'il faut mettre ça de l'avant de plus en plus. Puis on a tendance à l'oublier, mais en cybersécurité, on y pense beaucoup. Ils sont peut-être pas assez véhiculés dans les médias ou hypothèse. Mais alors, on a quand même beaucoup de monde qui sont restés jusqu'à la fin de la partie de la présentation. J'aimerais te remercier, Pierre-Paul, sincèrement, pour avoir pris à pied levé la relève de M. Gauvin. On a de Christiane avec la meilleure foi du monde. On fait de grands désastres parfois, oui. Puis l'autre chose qui est vraiment intéressante, c'est que maintenant que tout est rendu numérisé, électronique, on se ramasse qu'on a pu, si l'Internet tombe, on perd tout, là. On n'a plus de téléphone, on n'a plus d'accès, on ne peut plus rentrer dans notre maison. C'est comme la clé de la voiture, là. Il n'y a plus de clé, là. Si la batterie du porte-clés n'est plus là, tu n'as plus de voiture. On arrive à un monde où il va falloir réfléchir. C'est pour ça que ces questions-là sont très, très pertinentes. Alors, merci à tous. Pierre-Paul, le mot de la fin est à toi. Merci à toi. Ah, merci, Robert. Merci à tout le monde. Écoutez, c'est toujours à la fois un stress de préparer ce genre de petit atelier, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir interagir puis de récolter de l'information. Je me rends compte, puis je le vois avec les étudiants, les gens ont tellement de choses à dire sur ce sujet-là. Et c'est pour ça, je pense, qu'on en a besoin d'autant plus de la citoyenneté numérique, puis d'intégrer la cybersécurité à ça, puis d'offrir des cours, comme on offre des cours de français, des cours de mathématiques, etc. Donc, à nos gens. Puis voilà. Donc, en espérant pouvoir vous recroiser, comme dit Robert, dans un futur rapproché. Voilà. Alors, sur ce, merci à tout le monde et on vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, même poste. Au revoir.